Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci voilà, de participer à ce webinaire concernant les actions collectives 2026. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Yves Schmidt, donc je suis directeur du service relations clients et en charge de la gestion des actions collectives. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui présente ce webinaire. Alors, je suis désolé, on a un petit problème technique. Je suis obligé de faire le webinaire avec le PowerPoint en présentation, mode travail, comme vous le voyez là. Je ne peux pas être en plein écran. Je ne sais pas pourquoi. On essayait de régler le problème avec Frédéric. Voilà. Pour le webinaire, en fait, vous avez la possibilité de poser des questions, mais ça, on le fera plutôt, on aura un temps d'échange plutôt en fin du webinaire. Donc, vous voyez en haut à droite de votre écran, vous avez un petit point avec une question, un petit icône avec une question dedans. C'est là que vous pouvez poser vos questions. Le support est téléchargeable direct, donc en pièce jointe. Donc, vous pouvez aussi télécharger le support. Il est tout à fait disponible. Et ce webinaire est également enregistré et qui vous permettra d'avoir aussi le replay qui vous sera envoyé à la fin de ce webinaire directement pour que vous puissiez échanger avec vos collaborateurs ou vos collègues sur les actions collectives. Et le but du jeu, c'est que vous puissiez partager aussi un maximum d'informations sur ces actions collectives 2026 et que votre entreprise soit actrice au sein de ce programme de R&D pour l'action pour 2026. Alors, en premier temps, ce que je vais faire, c'est vous présenter les actions collectives en quelques mots, parce que tout le monde n'est pas forcément, il y en a peut-être qui découvrent aujourd'hui. Donc, les actions collectives, ça fait partie en fait des 3 domaines d'activité stratégiques d'IPC. Il y a un pôle recherche, où on est plutôt sur des projets collaboratifs. Il y a un pôle entreprise où l'on fait de la R&D privée, de l'accompagnement privé avec les industriels. Là, on travaille donc dans un cas de B2B, comme vous pouvez le faire avec vos clients. Et puis, on a un pôle qui est vraiment dédié à ça, c'est le pôle collectif que j'ai mis en avant dans cette slide, où là, l'idée, c'est de pouvoir donc agir et piloter ensemble la transition de votre entreprise, donc aux nouveaux enjeux. Donc, on parle d'enjeux, c'est la transition écologique et c'est la transition numérique pour l'essentiel. C'est aussi développer des nouveaux produits qui répondent à ces 2 enjeux-là. Donc, les actions collectives, ce sont vraiment des actions qui sont réservées aux industriels bénéficiaires, et ça, je tiens particulièrement à le souligner. Donc, on est sur une activité particulière au sein d'IPC. Donc, industriels bénéficiaires, ce sont des industriels qui contribuent au fonctionnement d'IPC au travers du versement d'une taxe, du fait qu'ils fabriquent certains produits qui sont assujettis à cette taxe. Donc, dans les actions collectives, donc on a aussi la veille technologique et réglementaire. Donc là, c'est au travers de Polymédia. Vous avez aussi des projets de R&D, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et puis, vous avez aussi une boîte à outils, avec des outils que j'ai mis un peu au-dessus. Donc voilà, il y a Polyméo, AirTech. Polymo, c'est une base de données matériaux. AirTech, c'est des moyens qui aident les industriels à travailler sur la partie recyclage et revalorisation des produits en fin de vie. Comparef, c'est un outil sur la réglementation alimentaire. Et C3R, l'outil d'ACV. Voilà. Et on en reparlera justement parce qu'on va travailler, il y aura des projets de R&D qui sont dédiés spécifiquement à cet outil-là, vous verrez tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi les rapports techniques au travers d'une plateforme bénéficiaire. Donc là, ça vous permet d'accéder à la synthèse de tous les projets qui ont été réalisés depuis 2016. Donc, alors après, il y en a qui sont peut-être déjà dépassés, mais ça vous permet aussi d'avoir toute une base de données sur ces projets de R&D. Donc tout ça, bien sûr, c'est sous la tutelle de la direction générale des entreprises, donc qui est d'aider à améliorer la compétitivité de l'industrie nationale. Alors comment ça se passe, comment ça marche les actions collectives? Parce que c'est bien beau, à un moment donné, c'est que pour qu'on puisse répondre à vos besoins et à vos attentes, on a mis en place un plan d'action qui vous permet de construire ensemble ou de manière collective ces projets R&D pour que vous puissiez passer à l'action et que vous soyez acteur. Donc,
on a un premier point, c'est écouter. Donc, ça se fait au travers des ateliers acte-plasturgie. Alors, certains d'entre vous ont pu y participer. C'est des ateliers qu'on organise au niveau national qui vous permettent de venir vous écouter, d'échanger, de partager autour d'un métier, d'une question particulière comme la transition écologique ou la transition numérique. Et ça nous permet à nous, IPC, de collecter, de capitaliser les besoins des industriels, vos besoins que vous exprimez lors de ces ateliers. Après, une fois toute cette matière, nous, on va l'utiliser. Donc, on passe à la deuxième phase, c'est construire. Donc, on va analyser les besoins qui ont été collectés dans les différents ateliers, dans les différentes rencontres qu'on a pu avoir avec vous. Et on va élaborer des projets de R&D pour répondre à ces besoins. Et puis, on va construire un programme d'action collective. Et ce programme, il est proposé, et c'est le cas d'aujourd'hui, dans le cadre d'une commission professionnelle bénéficiaire. C'est le cadre de ce webinaire d'aujourd'hui. C'est de vous proposer les sujets qui ont été mis en avant et remontés lors des ateliers acte-plasturgie et de pouvoir vous partager et qu'on puisse échanger sur ces sujets-là qui vont constituer le programme des actions collectives de l'année prochaine. Ensuite, vous avez le moyen d'agir. Ça, c'est là où c'est intéressant pour vous, c'est d'intégrer les comités de pilotage des actions collectives et de pouvoir participer à ces projets et être bêta-testeur. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser, valider les solutions qu'on va développer lors de la mise en œuvre de ces projets de R&D et de pouvoir les utiliser, les tester concrètement sur un cas, un de vos cas, soit un produit, soit un process. Voilà. C'est important pour vous. Et le deuxième niveau, c'est d'exploiter toute cette connaissance qui est générée par les projets de R&D. Donc, c'est accéder à la plateforme bénéficiaire. Donc là, c'est pareil, ça se fait sur une ouverture de compte. Donc, si vous ne l'avez pas encore, on peut vous ouvrir un compte et accéder à tous les rapports techniques et outils qui ont été mis en œuvre dans le cadre de ces actions collectives. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre à votre entreprise de répondre aux enjeux qui lui font face et d'accompagner la montée en compétences de vos collaborateurs. Voilà un peu pour le contexte des actions collectives et comment ça fonctionne. Je reviendrai d'abord sur la partie, l'aspect comité de pilotage à la fin, justement, une fois qu'on aura présenté tous les projets qui font partie du programme 2026. Donc, je vous propose maintenant d'aborder cette partie-là, donc plus spécifique au programme 2026. C'est ce qu'on va vous proposer comme sujet de R&D pour l'année prochaine. Donc, on a 18 projets qui sont prévus au programme pour l'année prochaine. On les classe, alors suivant, ça c'est une tradition depuis la mise en place des actions collectives, suivant 3 axes. Il y a un axe économie circulaire, donc c'est répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Donc là, il y aura 12 projets que je vais vous présenter. Il y a l'industrie du futur, donc c'est répondre aux enjeux de productivité, de personnalisation des produits. Donc là, il y a 3 projets. Et il y a les produits à haute valeur ajoutée. Bien sûr, il faut bien répondre aux attentes des marchés et des clients, au final, et des consommateurs. Mais voilà, et donc c'est comment on peut répondre à ces enjeux-là au travers de 3 projets qui permettent d'amener des fonctionnalités particulières aux produits ou à répondre à des enjeux de qualité. Donc, ce que je vais vous présenter, on va commencer donc la série. Donc, le premier, c'est en lien avec l'économie circulaire. Donc, vous avez en haut, je fais cet exercice sur le premier projet. Donc là, vous avez le numéro du projet, l'axe sur lequel il est inscrit, et ici, c'est la cellule qui le porte. Donc, on est une cellule ACV en interne, et c'est elle qui va porter plus particulièrement en fait ce projet. Donc, le projet concerne une initiative plasturgie bas carbone. Donc, là, en fait, on a un contexte où on doit inscrire les entreprises de la filière plasturgie composite, notamment vos entreprises, votre entreprise, dans la transition écologique afin de réduire les impacts environnementaux. Donc là, c'est pour répondre à des objectifs de transition bas carbone qui sont clairs. Il y a les accords de Paris, il y a les ambitions qui sont définies en termes de réduction de l'impact environnemental de l'industrie au sens large.
et la plasturgie en fait partie. Et donc là, on a décidé au niveau d'IPC de lancer un accompagnement des industriels qui ont réalisé déjà leur bilan carbone, hein, ça je le spécifie bien, il faut avoir réalisé son bilan carbone. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner dans la construction d'une feuille de route au travers d'un projet qui est financé par l'ADEME, qui s'appelle le dispositif Acte pas à pas. Si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, il y a un replay, donc le lien sera mis en place dans le chat, qui vous permettra de revoir comment IPC vous accompagne sur ce dispositif Acte pas à pas. Et donc, c'est bien inscrit dans les actions collectives. Donc, en fait, l'objectif de cette action c'est comment construire sa feuille de route de décarbonation. Donc, au travers d'un accompagnement spécifique, hein, et à la fois spécifique et à la fois collectif. Voilà. Collectif, ça vous permettra de partager les bonnes pratiques entre industriels. Et puis, la partie individuelle, c'est vraiment construire votre feuille de route pour aller vers un plan d'action pour décarboner l'activité de votre entreprise. Donc aujourd'hui, alors par contre, on est limité à 10 industriels. Aujourd'hui, il y en a déjà 6 qui sont portés, qui ont volonté de s'inscrire dans cette action collective. Donc, il reste 4 places. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous pour en discuter. L'idée, c'est de pouvoir vous inscrire dans cette action qui est cofinancée en partie par le dispositif Acte pas à pas. Deuxième action, donc c'est toujours l'économie circulaire. Donc là, c'est toujours porté par la cellule ACV chez nous. Donc ça concerne C3R Impact. Donc c'est l'outil qui a été développé depuis maintenant 4 ans. C'est un outil d'ACV qui a été développé par IPC afin de faciliter et de donner accès à l'ACV de manière assez simple et à des industriels pour pouvoir évaluer l'impact environnemental de leurs produits. Donc là, on est sur une particularité. Donc l'idée, c'est de développer un module réemploi. Donc réemploi, c'est en lien avec les emballages. Aujourd'hui, on voit l'essor des alternatives emballages réemployables par rapport aux emballages à usage unique. Mais aujourd'hui, c'est comment évaluer les impacts environnementaux d'un emballage réemployable par rapport à un emballage unique. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est comment avoir une approche fiable. Donc, nous, IPC, on propose plutôt… Donc, c'est la suite aussi d'une action qui a déjà commencé l'année dernière. Donc, ce qu'on propose aux industriels et ce qu'on continue à proposer aux industriels, c'est comment on évalue ces impacts. Donc, voilà, donc c'est toute la chaîne de valeur, hein, avec le nettoyage, les différents scénarios qu'on peut mettre en place pour un emballage réemployable. Et après, c'est pour avoir une approche fiable et qui soit un peu, on va dire, répétitive dans vos évaluations d'impact environnemental, c'est de développer un module qui sera intégré dans C3R Impact et qui vous permettra de modéliser en fait l'impact environnemental de votre produit, de votre emballage réemployable. Donc, c'est vraiment l'idée de cette action collective. Donc, la finalité, c'est d'avoir un module, hein, au sein de l'outil C3R Impact. Et puis, et de pouvoir avoir des scénarios, différents scénarios en fonction de votre typologie d'emballage. Projet suivant, donc là c'est plutôt en lien avec le métier des composites. Donc, c'est pareil, c'est une demande c'est la revalorisation des chutes de renfort issues de la production. Donc là, c'est une demande des industriels du secteur du composite qui génère énormément de chutes de renfort suite à la découpe, hein, des patrons, hein, dans des rouleaux. En fait, vous avez dans le métier du composite, vous utilisez des rouleaux de renfort. Ces rouleaux de renfort, vous allez découper comme dans le textile, hein, vous allez découper des patrons en fonction de la géométrie, de la forme de la pièce. Et donc, oui, il vous reste en fait tous des squelettes qui aujourd'hui ne sont pas revalorisés. Et donc, les industriels, ils ont souhaité que l'IPC travaille en fait sur des solutions de revalorisation de ces chutes et notamment d'association de ces morceaux de chute, en fait, de ces patchs
pour pouvoir reconstituer peut-être des bobines ou des rouleaux de renfort qui vont permettre de retravailler et de pouvoir redécouper des patrons afin de générer, de fabriquer des nouvelles pièces. Voilà. Donc, c'est soit ces renforts sont utilisés seuls pour générer des nouvelles pièces, soit ils sont intégrés dans une stratification avec des tissus, on va dire des tissus complets et des tissus patchés. On va dire, voilà, on peut dire un peu, c'est un peu l'idée. Donc, c'est de trouver quelles sont les solutions d'assemblage pour revaloriser ces chutes et puis surtout quelles sont les performances techniques de ces solutions de patchage en fait qui vont permettre de revaloriser les chutes de production. Donc l'approche, ça va être d'étudier en fait différentes techniques d'assemblage, de la broderie, du collage, de la superposition, parce que peut-être juste une superposition par jointement de deux chutes de renfort permettrait de voir comment ça se comporte. Donc c'est d'étudier toutes ces technologies d'assemblage ou ces techniques d'assemblage, d'évaluer la faisabilité technique en termes de processabilité, de répétabilité, donc je vais y arriver, qui vont permettre de voir est-ce qu'on est capable de pouvoir refaire ce type de pièces de manière régulière, et puis d'évaluer est-ce qu'on peut obtenir des formes complexes et quels sont les niveaux de performance mécanique qu'on peut obtenir avec ces tissus patchés. Et puis et voir un peu comment ça se comporte en termes d'incorporation dans un assemblage, notamment dans un stratifié multipli, où, comme je disais, on va mixer du renfort vierge avec des renforts patchés. Et la finalité de cette action, c'est de sortir un guide technique pour accompagner les industriels sur la meilleure approche à avoir pour revaloriser les chutes de renfort issus de la production. Donc, on est bien sur des chutes de renfort issus de la production. Ce sont des renforts secs, propres, juste que voilà, ils dépendent en fait de la géométrie de la pièce qu'on a découpée et du patron qu'on a découpé dans le rouleau de renfort. On reste toujours dans l'économie circulaire et dans le secteur des composites. Donc là, c'est la suite d'une action qui se déroule cette année. Donc il y a déjà une action collective en 2025 à ce sujet-là. On va la poursuivre l'année prochaine. C'est de finaliser l'outil de conception des produits composites. Donc, comme on le dit, l'industrie du secteur des composites est également assujettie à avoir des efforts de décarbonation et de réduire les empreintes environnementales de ces produits. Et donc, pour ça, en fait, l'idée, c'est d'avoir une approche par l'éco-conception. L'éco-conception, si on prend au moment de la conception d'un produit ou de la reconception d'un produit, on prend tous les aspects techniques et environnementaux dans la conception du produit, que ce soit aussi bien au niveau du choix des matériaux, de la mise en œuvre, que de l'usage et de la fin de vie. Donc voilà, et ça c'est important d'avoir cette dimension-là. Donc l'approche, pour les matériaux composites, elle est un peu différente de celle qu'on peut avoir pour un produit plastique. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un outil spécifique. Cet outil, il a été développé cette année. Il a été testé par des industriels qui ont fait partie des comités de pilotage. Et on va en faire un outil numérique qui sera accessible au travers d'une plateforme web. Donc, ça, c'est l'objectif de cette année. Et donc, là, il y aura aussi l'idée, c'est de permettre donc nous on a besoin d'industriels parce que l'application web, il faudra la tester, avoir votre retour d'expérience, que l'idée c'est qu'on puisse développer un outil qui soit facile d'usage. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'industriels aussi dans ce comité de pilotage pour développer cet outil. Aujourd'hui, la fin de vie qui est dans cet outil, c'est essentiellement la fin de vie qui sont liées plutôt à l'incinération et l'enfouissement, des choses un peu basiques et standards aujourd'hui au niveau des composites. Il n'y a pas aujourd'hui d'autres scénarios qui sont étudiés. Donc, c'est pour ça qu'on nous propose aussi, en complément de l'outil des conceptions, c'est de développer un outil de revalorisation de produits composites en fin de vie, et notamment d'axer plutôt sur les parties réparation, réemployabilité et recyclabilité. C'est-à-dire de pouvoir soit réparer une pièce pour lui redonner une seconde vie ou prolonger sa durée de vie, soit la réemployabilité, c'est
C'est, par exemple, dans une pièce, je sais pas, dans une aile d'avion, on va prendre des morceaux et pouvoir faire un autre produit avec ces morceaux qu'on aura récupérés ou ces parties de pièces qu'on aura récupérées. Et puis la recyclabilité, ben là, c'est de revaloriser les matériaux pour pouvoir les réintégrer, les réincorporer dans une future pièce, une nouvelle pièce. Voilà. Donc là, l'idée, c'est et pour pouvoir étudier ces différents scénarios, bah là, on propose de développer dans un premier temps, comme on l'a fait sur l'outil d'éco-conception, hein, c'est plutôt, avant d'aller dans une application web, c'est déjà de travailler sur un fichier Excel qui va permettre de valider et d'évaluer ces différents scénarios, de pouvoir vous les soumettre, de soumettre cet outil et de travailler avec vous. Pour valider les scénarios qu'on aura mis en place, pour après aller en 2027 pouvoir aller upgrader l'outil d'éco-conception, notamment sur la partie fin de vie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 temps. C'est vraiment voilà, de finaliser l'outil sur l'application web, valider le concept qu'on aura développé, l'interface et l'usage de cette interface, et en même temps de travailler sur les fins de vie. Ça rentre dans la dynamique de ces 3 R qu'on a fait pour la plasturgie et les composites. Et là, c'est vraiment sur la partie éco-conception. Dans la continuité, donc là, on est plutôt sur ça concerne plutôt le secteur de l'emballage, donc on est toujours dans l'économie circulaire. Donc, c'est de développer un guide de conception d'emballage réemployable. On a parlé tout à l'heure d'évaluer l'impact environnemental de ces emballages réemployables, mais aujourd'hui, beaucoup d'industriels se posent la question dans le secteur de l'emballage, c'est comment on conçoit et comment on est sûr, voilà, quels sont les critères, les bonnes pratiques pour avoir un emballage réemployable et fiable dans le temps et vraiment réemployable. Voilà, donc c'est vraiment la question qui a été posée par les industriels de ce secteur. Donc, c'est quelle est l'approche à avoir quelles sont les approches ou quelle est l'approche à avoir pour concevoir un emballage réemployable. Donc, c'est tout l'objectif de cette action, c'est vraiment d'avoir une vision concrète, opérationnelle de ce qui fonctionne déjà par un état de l'art. Ça va un peu voir ce qui existe aujourd'hui, d'identifier les contraintes liées à la réemployabilité par rapport et notamment évaluer les impacts au niveau des règles de conception de l'emballage. C'est-à-dire que votre emballage qui est aujourd'hui à usage unique doit devenir demain réemployable, et c'est les contraintes quand même réglementaires qui le poussent de plus en plus, et les attentes des consommateurs. Donc c'est quels sont les impacts de la réemployabilité au niveau de la conception de mon produit, et quelles sont les contraintes que je dois appliquer au niveau de cette conception. Et puis après, c'est de proposer des méthodologies adéquates qui vont vous permettre de pouvoir, qui vont vous permettre de transiter d'un emballage à usage unique vers un emballage réemployable, ou de générer directement un emballage réemployable. Donc c'est vraiment la finalité de ce guide. Donc à la fin, c'est vraiment un guide de conception à l'usage des industriels du secteur de l'emballage qui vont permettre après d'avoir toutes les bonnes pratiques, les prérequis, les règles de conception, les contraintes, et de s'inspirer aussi de choses qui fonctionnent déjà de manière industrielle. Donc, toujours dans le domaine de l'économie circulaire, et notamment au niveau des emballages, c'est ce qui concerne en fait les matières plastiques recyclées et le contact alimentaire. Donc là, c'est de faire un point à date, de voir les verrous, les opportunités qui existent. C'est en fait, aujourd'hui, on a tout un contexte réglementaire qui est très large, qui peut s'appliquer de manière différente en fonction des secteurs de marché, des produits en contact alimentaire, des produits d'emballage, en contact alimentaire. Et donc, tout ça fait que on est devant, pour certains industriels, et c'était la demande et le questionnement des industriels, c'est qu'est-ce que ces réglementations vont imposer, au niveau de mon activité industrielle, au niveau de mes produits, et de mes processus internes. Et c'est comment je dois interpréter ces réglementations en lien avec mon secteur de marché, parce que on parle de PPWR, de loi AGEC, de différentes réglementations et de celles qui vont venir autour de l'éco-conception, par exemple. Et quels seront les impacts sur mes produits et mon processus interne. Donc ça, c'est vraiment une question, c'est qu'en fait, la plupart des industriels, on est face quand même à des PME, et ces PME doivent interpréter ces réglementations
et voir comment ces réglementations impactent mes produits et mon activité. Et il y a aussi, il y aura un petit focus sur le cas particulier des chutes et des rebuts de production, c'est-à-dire que c'est comment, quand je fabrique des produits à contact alimentaire, j'ai des rebuts de fabrication, et aujourd'hui, c'est comment je maintiens aussi ce contact alimentaire sur mes chutes et mes rebuts de fabrication. Donc, c'est tout le protocole, on va dire, qualité en interne qui me permet de maintenir, de pouvoir réutiliser ces chutes et, et ces rebuts de production. Parce qu'aujourd'hui, des fois, parce que comme on n'a pas forcément une bonne maîtrise du système qualité interne par rapport à la gestion de ces chutes et des rebuts, on est obligé de les externaliser, voilà, et de ne pas pouvoir les réemployer parce qu'on n'a pas forcément toutes les bonnes pratiques en interne. Donc là, c'est aussi de faire un petit focus là-dessus pour déjà revaloriser aussi tous ces chutes et les rebuts de production. Donc là, c'est fournir une analyse détaillée des différentes réglementations qui sont là par rapport en vigueur. C'est des impositions réglementaires aussi bien françaises qu'Europe. Et après, c'est de faire d'apporter un état des lieux de cette réglementation, c'est-à-dire un inventaire des guides existants, parce qu'il y a peut-être des choses qui existent, présentation des procédés, par rapport à l'EFSA, production, voilà. Qu'est-ce qui, en fait, c'est vraiment décrire un peu les bases essentielles de ces réglementations, et quels sont les impacts sur ces produits et ces processus d'entreprise, au niveau de l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est de définir, la finalité, ce sera un rapport technique qui me permettra de résumer toutes ces synthèses, aussi bien réglementaires qu'impact produit, et aussi quelles sont les obligations réglementaires aussi dans la chaîne de valeur, recycleurs, fabricants, utilisateurs. C'est un peu voir comment ces produits s'inscrivent, et ces MPR vont venir s'intégrer dans cette notion de contact alimentaire, de chaîne de valeur. En termes d'économie circulaire, on a, et notamment, alors là, c'est porté par l'emballage, mais là, c'est un peu plus transversal, parce que là, c'est vraiment l'emballage qui le porte. C'est identifier les impacts liés à l'utilisation de matières plastiques recyclées sur les opérateurs. Ça aussi, c'est une question qui remonte de la part des industriels. On utilise, on utilise le post-industriel, on a à peu près une traçabilité de ce que le produit ou la matière a pu subir, ou l'historique en fait, de cette matière. Sur les post-consommation, là, ça devient un peu plus compliqué de savoir, en fait, les substances pour lesquelles la matière a pu être exposée, ou le produit, et les environnements chimiques dans lesquels elle a pu évoluer au cours de son histoire, de sa vie. Et ce qui fait que donc aujourd'hui, les industriels récupèrent cette matière, la remettent dans un process qui chauffe, donc avec peut-être des dégagements de substances, de COV, de différents de produits, qui peuvent générer, avec un risque justement pour les industriels, et notamment les opérateurs. Donc c'est quelle approche, quelle mettre en œuvre pour protéger mes collaborateurs par rapport à ce risque-là. Alors, ce n'est pas forcément qu'il y a un vrai risque, mais c'est à un moment donné, c'est bien le maîtriser, le comprendre. Et l'idée, c'est pas de faire peur non plus, c'est vraiment une volonté des industriels de travailler là-dessus. C'est comment je mets en place les moyens, les précautions, les mesures qui vont me permettre en fait de m'assurer que mes opérateurs travaillent en toute sécurité. Donc là, c'est une action collective qui a déjà commencé en 2025. On travaille avec l'INRS, que l'INRS, c'est quand même des gens qui sont spécialisés pour aller faire des mesures sur site. Donc là, l'idée, et nous, on complétera avec des analyses en laboratoire, c'est pour ça que c'est porté par l'emballage. Donc, c'est d'échanger avec les industriels sur leur retour d'expérience. C'est pareil, le but, c'est pas de faire la police dans vos ateliers, d'aller traquer vos non-conformités. C'est vraiment de vous aider à répondre à ces questionnements-là. Et puis après, on a donc un développement d'une méthodologie de mesure et d'exposition qui soit assez simple pour aussi faire des contrôles directement sur site de production. Donc là, on ira réaliser des prélèvements sur site pour un peu voir un peu comment ça se passe, comment ça peut se poser, en fonction aussi des procédés.
en injection, thermoformage, voilà, extrusion, rotomoulage. C'est voir comment on peut aller réaliser des prélèvements sur site pour pouvoir que vous puissiez après par la suite faire des mesures de manière facile et simple. Et puis après, voilà, c'est identifier les risques d'exposition en fonction des sourcings de matières recyclées. Ça aussi, c'est important. C'est que toutes les matières recyclées, voilà, en fonction de ce qu'elle est un circuit court, voilà, comme un emballage. Voilà, mais si on prend des MPR à l'issue de l'emballage, peut-être qu'on a moins de risques sur des MPR qui sont issus de produits du bâtiment, d'automobiles, parce qu'on a des durées de vie beaucoup plus longues avec des problèmes peut-être REACH et autres. Donc voilà, c'est important de pouvoir avoir ces notions de risque, identifier ces risques. Et puis après, c'est comment sensibiliser, protéger de manière efficace et adapter aux risques potentiels. Donc c'est vraiment de vous donner des préconisations, voilà, par rapport à ça. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un rapport technique qui donne les principes de base à mettre en œuvre pour protéger les opérateurs. Action collective suivante. Donc, on est toujours dans l'économie circulaire. Donc là, ça concerne plutôt les matériaux. Et alors, on l'a nommé état des lieux des différentes contraintes réglementaires et par secteur d'activité. C'est en fait les industriels, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais là c'était spécifique au contact alimentaire. Là, on est plutôt générique à une pièce plastique ou composite. C'est que, en fait, aujourd'hui, il y a plein de réglementations, il y a plein de normes, il y a plein de choses qui existent. Et à un moment donné, pour un industriel, c'est compliqué de comprendre quelles sont les contraintes réglementaires qui s'appliquent sur un marché, en lien avec un marché. Ça peut être, voilà, il y a aussi la problématique des produits qui sont importés. Voilà, est-ce qu'eux, ils répondent bien à toutes ces réglementations? Voilà, donc c'est aussi aujourd'hui. Donc l'idée des industriels, c'est d'avoir une demande de sécurisation, quoi, qui est assez forte par rapport au fait, est-ce que le produit répond bien à toutes les contraintes du marché? Est-ce que les produits que j'ai en face des concurrences répondent bien aussi à ces marchés-là, à toutes ces contraintes? Voilà. Et donc, c'est l'idée qui a germé derrière ça. Alors, c'est une action qu'on lance. L'idée, c'est qu'il y aura beaucoup d'échanges et de travail avec les industriels là-dessus. Et ça serait l'idée d'avoir une espèce de certification. Alors, c'est le mot qu'on a trouvé, mais une certification unique qui permette en fait de valider la conformité de mon produit à toutes les contraintes en vigueur sur le marché sur lequel je suis acteur. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est dire, au mieux d'avoir 40, je sais pas, une dizaine de réglementations auxquelles je dois répondre, là j'ai une certification et cette certification me dit que mon produit, il est conforme à toutes les contraintes, à toutes les normes en vigueur. Et l'idée, c'est aussi, ça permet aussi de sécuriser notamment pour, la question des produits importés et les attentes des clients. Voilà. Donc ça serait, voilà, c'est aujourd'hui se dire, il y a une certification unique un peu voilà, qui permettrait de m'affranchir de différents tests. C'est-à-dire que si je passe ces certifications-là, je suis conforme à toutes les réglementations et à tout ce qui est en vigueur sur le marché sur lequel je travaille. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'écouter les industriels sur de différents secteurs de marché. Donc, c'est de vous écouter, de pouvoir remonter les contraintes auxquelles vous devez faire face. Après, l'idée, c'est de mettre en place des ateliers sectoriels en fonction des marchés, parce qu'on sait très bien que les réglementations sont tout à fait différentes. Et l'idée de proposer des certifications uniques qui seraient possibles ou pas. Donc ça, ça sera le but de cette action collective. Et s'il y en a, c'est de proposer des idées de certification uniques qui permettraient en fait de garantir la sécurité, la qualité des produits que vous mettez sur le marché. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est un rapport technique. On sait que ce n'est pas une action collective qui va se finir en un an. Donc là, on sait qu'on va avoir un travail sur le long terme et notamment de pouvoir proposer des certifications par la suite, en fonction des possibilités ou pas de pouvoir le faire. Donc là, l'action là, elle a double effet, c'est vous sécuriser vos produits
d'accord, voilà, en termes, et surtout aussi vous protéger par rapport aux produits qui peuvent être importés de produits hors Europe, voilà. Et surtout, voilà, c'est surtout la sécurisation et la conformité de ces produits qui viennent un peu de l'extérieur de l'Europe, et notamment par rapport aux réglementations françaises et européennes. On sait qu'il peut y avoir des divergences par rapport à ça. Toujours dans l'économie circulaire, donc là on est sur un guide de conception pour l'intégration de matières plastiques recyclées dans les nouveaux produits. Donc là, l'idée c'est suite aux différents travaux menés par IPC dans l'intégration ou l'incorporation de matières plastiques recyclées dans divers produits. Et on a les industriels notamment les injecteurs, qui ont exprimé un besoin d'un guide, de bonnes pratiques, de règles, qui permettrait en fait de pouvoir intégrer des matières plastiques recyclées, de post-consommation, parce que c'est surtout ça, hein, en post-industriel, on va dire, on est quasiment dans de la matière vierge. Les post-consommation, voilà, on a quand même des variations importantes sur la qualité de la matière en fonction des sourcings. Et voilà. Et donc c'est vraiment de définir un guide qui va en fait synthétiser en fait les bonnes règles, les bonnes pratiques pour intégrer des MPR dans les produits injectés, tout en conservant les critères de cahier des charges. Donc l'idée de ce guide, c'est d'avoir une méthodologie pour intégrer les matières plastiques recyclées, hein. C'est comprendre les facteurs importants sur la conception d'un produit et sur son procédé, et puis c'est d'aider l'industriel à pouvoir évaluer la possibilité d'intégrer ou non des MPR dans un produit injecté, tout en garantissant une compatibilité avec un usage. Donc là, c'est les aspects de performance pièce. Donc là, la finalité, c'est vraiment d'avoir un guide qui soit utilisable par les entreprises du secteur de l'injection, quel que soit le secteur de marché. Voilà. On va commencer par l'injection, et puis après, on verra si peut-être que ce guide-là, on pourra le dupliquer après sur les autres métiers. L'idée, c'est voilà, on se focalise plutôt sur un seul métier. Et après, on verra dans les années suivantes peut-être aller sur les métiers de l'extrusion, ou du thermoformage, voilà, du rotomoulage. Mais l'idée, c'est voilà, c'est vraiment d'abord les gens de l'injection qui ont demandé ce genre de guide. On continue toujours dans l'économie circulaire. Et là, c'est les PFAS dans la plasturgie. Alors là, c'est un vrai sujet. On est en plein dans l'actualité. C'est un sujet qu'on a déjà commencé cette année à travailler dessus. Donc là, c'est vraiment voilà, le questionnement des PFAS. Des PFAS intentionnels ou non intentionnels. Alors, les intentionnels, c'est ceux qu'on met, que le Plasturgis va mettre dans sa formulation pour pouvoir, parce que ça amène des fonctionnalités particulières au produit, ça va aider au process. Voilà. Et puis après, il y a les PFAS non intentionnels qui sont plutôt liés. Par exemple, un joint dans une machine, hein, voilà, donc le PFAS, là, il est dans la machine. Ça n'a pas été mis de manière intentionnelle par le transformateur ou en industriel, voilà, la transformation. Donc là, c'est vraiment de pouvoir identifier tous ces différents types de PFAS, intentionnels, non intentionnels. Donc, c'est vraiment d'identifier ces sources, voilà, dans votre entreprise. Comment les mesurer, évaluer, ça c'est important aussi. Donc aujourd'hui, voilà, IPC a développé, développe des techniques de mesure. Il y a aussi des gens, hein, on a benchmarké des solutions, c'est ce qu'on a fait cette année. Il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans la mesure des PFAS. Donc, c'est qu'on puisse vous faire un petit retour d'expérience là-dessus. Et puis, quelles sont les alternatives possibles? Parce que c'est aussi le but du jeu. C'est bien beau dire, il y a des PFAS, mais je les remplace par quoi? Quelles sont les solutions? Donc, aussi bien au niveau matière que process. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de continuer la bibliographie sur les PFAS.
parce que voilà, c'est un travail quand même qui est assez encore chronophage. Il y a l'évaluation des risques, voilà, d'anticiper les futurs changements de normes. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu une veille sur ces aspects-là. L'idée, c'est de pouvoir aller faire des audits sur site, comprendre où sont utilisés les PFAS. Donc, comme je disais, voilà, on a des industriels qui ont joué le jeu cette année, on en attend d'autres aussi pour voir un peu donc sur la formulation, sur le produit, sur les process. Pourquoi il y a ces PFAS? Est-ce qu'on peut avoir de la substitution? Est-ce qu'ils sont indispensables ou à éliminer? Voilà. Et puis après, c'est identifier et limiter les sources de contamination possibles dans un environnement industriel, c'est voir comment, voilà, on peut agir là-dessus. Et puis bien sûr, identifier des alternatives sans PFAS qui qui soient possibles et techniquement fiables, bien évidemment. Donc tout ça donnera lieu à un rapport technique, comme on en aura un déjà cette année. Il y aura un premier livrable cette année, il y en aura un deuxième l'année prochaine. Donc c'est la suite et la finalisation de cette étude qui tourne autour des PFAS dans la plasturgie. Là, on est toujours dans l'économie circulaire. Donc là, on est plutôt ça concerne la plasturgie et c'est la maîtrise et l'injection. Ça concerne la maîtrise et l'injection de matières plastiques recyclées post-consommation en injection thermoplastique. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pu le dire au courant de la présentation des autres actions collectives, c'est que voilà, jusqu'à, on va dire, aujourd'hui, il y avait beaucoup d'industriels qui utilisaient du post-industriel. Comme j'ai dit, on peut considérer que c'est quasi une matière vierge, parce qu'elle n'a pas eu un historique de vie voilà, après la fabrication de la pièce. Là, on est sur du post-consommation, donc ça veut dire qu'on est sur des produits plastiques qui ont pu subir une vie totalement différente, donc ce qui fait qu'on va avoir des instabilités de process qui peuvent être importantes, donc avec un risque de produire beaucoup de rebuts de fabrication. Donc là, l'idée, c'est comment je peux mieux piloter mon process d'injection pour pouvoir fabriquer les bonnes pièces tout en prenant en compte la qualité entrante de la matière recyclée que j'intègre dans alors soit à 100%, soit à des taux, à des pourcentages d'incorporation qui peuvent être beaucoup plus faibles, entre 0 et 100%, si on mixe ça avec de la matière vierge. Et c'est comment j'arrive à prendre en compte cette variation au niveau de la qualité matière. Alors, la qualité matière, c'est essentiellement ce sont les propriétés rhéologiques et qui vont permettre en fait de pouvoir réaliser les bonnes pièces au final. Donc aujourd'hui, c'est comment je pilote mes instabilités en production. Et puis surtout, je regarde après les impacts aussi sur la qualité, la productivité et la qualité des produits. Donc voilà, donc l'idée, c'est pareil, c'est que les industriels là, souhaitent avoir un peu des bonnes pratiques dans l'identification, l'analyse et la résolution des problèmes, voilà, les problèmes techniques liés à l'intégration. C'est-à-dire en fait, c'est comment je dois agir sur mon process en fonction des variations de la qualité de mes matières entrantes. Donc là, c'est d'identifier, l'objectif, c'est d'identifier les causes racines de non-conformité. Donc, à quoi elles sont dues, ces non-conformités? Est-ce que c'est vraiment dû à la rhéologie ou à d'autres critères de cette matière? Peut-être, comme je disais, on rejoint un peu les substances, mais est-ce qu'il y a des substances dans la matière qui vont faire que ça va impacter la qualité de mon produit à la sortie? Donc voilà, donc c'est vraiment quels sont les critères, voilà, les racines, les causes racines. Après, c'est comment la résolution. Est-ce que je dois modifier l'outillage? Est-ce que je dois la manière d'optimiser mon procédé? Et puis, donc là, c'est de coupler ça avec une approche par la simulation numérique pour pouvoir analyser, anticiper les effets voilà, de variation, de simuler déjà, et puis en même temps, de pouvoir adapter la conception des produits, le procédé, notamment par du pilotage avec des solutions numériques qui vont me permettre d'optimiser la qualité des pièces produites et améliorer ma productivité et éviter de faire des rebuts de fabrication. Donc c'est vraiment, voilà, ça tourne vraiment, ça c'est un sujet qui est remonté très fort, notamment c'est pourquoi sur le post-consommation, parce qu'en fait la réglementation et les réglementations à venir vont demander d'utiliser de plus en plus de plastique recyclé post-consommation. Et on voit quand même que ça, c'est pas aussi simple que ça d'intégrer ça dans une production existante. Voilà.
Donc, c'est comment j'arrive à identifier les causes et à mettre en place un plan de résolution. Donc là, l'idée, c'est un rapport technique. Donc, il y aura des essais qui seront faits sur la plateforme d'IPC, la plateforme d'injection, qui vont permettre en fait de pouvoir anticiper, voir et trouver et mettre en place des solutions pour résoudre tous ces problèmes liés à l'utilisation des post-consommation. Et on est aussi dans la continuité de l'action précédente. On est toujours sur l'économie circulaire, toujours pour la plasturgie, mais là, c'est l'étude de l'impact des matières de plastique recyclées post-consommation sur la durabilité des outillages en injection. C'est qu'en fait, c'est remonté par les industriels du secteur de l'injection, c'est qu'en fait, l'utilisation de matières plastiques recyclées, post-consommation, peuvent générer des problèmes d'encrassement, de corrosion, voilà, voilà. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, l'outillage, il est obligé, donc ça a un impact sur la productivité, parce qu'en fait, l'outillage, il est obligé d'aller en maintenance de manière beaucoup plus régulière que quand on utilise la matière vierge. Et ça, c'est dû au fait, c'est que souvent, les matières post-consommation, comme j'ai dit, elles ont eu une vie, donc elles ont été au contact d'hydrocarbures, de différentes substances, en fonction du secteur de marché où elles ont été utilisées. Et donc, voilà. Et ça peut poser problème quand on les réutilise. Donc voilà, donc c'est bien d'identifier quelles sont les origines de ces problèmes, donc en fonction de l'origine de la matière plastique recyclée, et quelles sont justement les solutions possibles pour éviter ces problèmes. Donc là, c'est vraiment les vraies questions de fond des industriels de l'injection thermoplastique. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'identifier ces problèmes, d'évaluer les impacts sur les procédés, et notamment sur les outillages, et identifier, tester des solutions concrètes de protection et de prévention pour préserver ces outillages. Donc voilà, c'est vraiment de dire, le but de cette action, c'est comprendre, d'évaluer, et puis après, on trouve des solutions et on teste des solutions de manière concrète sur des outillages qu'on aura en interne au sein d'IPC. Donc là, pareil, c'est un rapport technique qui sera mis à disposition des industriels avec les principaux résultats qu'on aura obtenus. On change de catégorie d'action collective. Maintenant, on passe à l'industrie du futur. Et donc là, c'est comment, notamment là pour le secteur du composite, c'est à un moment donné, c'est comment je pilote mon process, comment j'arrive à comprendre ce qui se passe voilà, au niveau de mon process et j'arrive à le maîtriser. Et donc là, l'idée, c'est d'appliquer les méthodologies d'acquisition à des procédés d'infusion et de RTM-Light, c'est-à-dire c'est ramener un peu, si je le fais un peu de manière résumée, le 4.0 dans le composite. Donc, on parle de transition numérique, et aujourd'hui, c'est vrai que dans les composites, notamment l'infusion et RTM, on fait beaucoup confiance à l'opérateur et c'est comment aujourd'hui, voilà, c'est aujourd'hui, et demain, c'est comment j'arrive à capitaliser des données, à comprendre ce qui se passe dans mon process, à maîtriser ce qui se passe dans mon process, à pouvoir agir quand il y a des dérives. Et ça, c'est vraiment important. Et notamment aussi, c'est aussi une question. Ce contrôle des procédés, c'est d'aide au contrôle des procédés. C'est aussi un moyen de pouvoir recruter aussi plus facilement des collaborateurs qui ne sont pas forcément experts du composite, mais pour lesquels on pourrait les aider à se mettre à côté d'un outil de production et à pouvoir le piloter plus facilement sans être forcément expert. Donc ça aussi, c'est une demande des gens du secteur du composite. Donc c'est comment je réussis la transition numérique avec des enjeux cruciaux qui sont le contrôle qualité de ce que je fais, la capitalisation de mes procédés en termes de data et pour pouvoir relancer les fabrications plus facilement. Ça aussi, c'est important. Et puis surtout, recruter aussi plus facilement et aider mes collaborateurs à agir plus rapidement sur les dérives et anticiper les dérives dans mon process. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de rechercher, de définir des systèmes, voir ce qui existe, et définir un système à moindre coût pour les entreprises. Parce que le but, c'est que
le 4.0 soit facilement accessible pour les industriels. Donc voilà, c'est des systèmes d'acquisition au plus juste du métier. Donc nous, on a décidé cette année ouais, pour l'année prochaine de lancer donc cette approche sur les procédés d'infusion et de RTM Live, parce que c'était les industriels qui l'ont demandé. Et donc, c'est d'identifier les paramètres clés à piloter. Bon, voilà, ça aussi, c'est en fonction des pièces, des produits, des marchés, des technologies, des types de résines, de renforts qu'on utilise. Et puis après, c'est de faire des essais démonstration avec la solution Syncbox. Alors, c'est une solution numérique qui a été développée par IPC, qui est une solution un peu universelle qui se plug sur différents procédés et on peut la paramétrer en fonction du procédé qu'elle doit, on va dire, entre guillemets, piloter. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse plugger la Syncbox sur un procédé d'infusion et de RTM Lite. Et une fois que la solution sera développée, on verra peut-être aller faire des bêta-tests chez des industriels, mais ça, ce sera pour l'année suivante, directement en contexte industriel, comme on l'a fait dans le thermoformage. Hein. Dans le thermoformage, on a développé la solution. Et une fois que la solution a été développée, qu'on a compris les paramètres à contrôler pour bien piloter le process, on a été intégré la solution Syncbox chez les bêta-testeurs. Donc ça pourrait être une action collective qui pourra continuer l'année prochaine avec des bêta-tests au contexte industriel. Donc voilà, donc le rapport, là, il y aura un rapport technique et l'idée, c'est d'améliorer la solution Syncbox qui puisse permettre facilement d'accéder à des industriels du composite à la dimension 4.0. Voilà. On continue dans l'industrie du futur et toujours donc là, c'est toujours avec l'aspect numérique. Donc là, c'est d'intégrer, pareil, hein, le 4.0, l'intelligence artificielle, nous on les couple, hein, parce que nous, l'intelligence artificielle, en fait, c'est d'aller travailler sur des données qu'on remonte en fait du process et cette analyse de données va permettre en pouvoir d'améliorer la qualité et piloter la qualité et surtout la variation de produits sur les process en temps réel. Voilà, c'est surtout ça qui est important derrière cette action. Donc là, on va l'appliquer en extrusion et notamment sur la maîtrise en fait des variations qui sont des lots liés aux matières plastiques recyclées. Et donc ça, c'était une demande des gens du secteur de l'extrusion, notamment pour les fabricants de films. Alors là, on va travailler dans un premier temps sur les films cast. L'idée, c'est qu'après, on aille voir sur les films plastiques fabriqués en gonflage, hein, en gonflage. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les industriels du secteur du film à intégrer des matières plastiques recyclées parce que c'est une contrainte liée à la réglementation. Et à partir de là, et comme c'est du post-consommation, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure en injection, c'est que il y a des problèmes de stabilité de l'eau, il y a des problèmes de qualité hein, sur ces lots de matière. Et donc, comment j'arrive à réduire la variabilité et à anticiper cette variabilité et d'anticiper pour pouvoir garantir des produits de qualité, tout en réduisant les coûts d'essai et de temps de mise au point. Et surtout les pertes de la fabrication de rebuts, hein, parce que quand c'est les variations au lancement d'une production, voilà, on a des coûts d'essai, on a du temps de mise au point, mais qui peuvent être plus ou moins longs. Mais on sait aussi que cette variation, elle a lieu aussi également en cours de production. Et c'est comment j'évite le maximum d'anticiper et de réduire les rebuts de fabrication. Donc là, c'est comment mieux contrôler le procédé. Hein, c'est vraiment la finalité de cette action, le procédé d'extrusion. Donc là, c'est combiner. Là, l'idée, les objectifs, c'est de combiner expérimentation et simulation numérique, analyse de données, c'est là où l'IA intervient. Pour modéliser, comprendre et optimiser les procédés d'extrusion, à un moment donné, il faut qu'on comprenne comment fonctionne le procédé d'extrusion. Donc là, c'est pareil. Hein, aujourd'hui, ce sont des procédés qui sont quasiment pas très peu numérisés. Donc à un moment donné, il faut déjà faire ce travail de base, comprendre ce qui se passe en extrusion, quels sont les indicateurs clés à suivre. Et après,
Donc là, l'idée, c'est de développer une solution qui va permettre d'assister l'opérateur dans la prise de décision, voilà, réduire les pertes de réduction. Donc ça, c'est vraiment les objectifs aussi de cette action collective. Fiabiliser l'usage de MPR, c'est-à-dire malgré la viabilité des lots, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'utilisation de matières plastiques recyclées doit devenir une expertise de base et être maîtrisée par les opérateurs dans les ateliers d'extrusion. Et ça doit, voilà, donc l'idée, c'est de faciliter cet usage de matières plastiques recyclées. Et après, bien sûr, pour ça, ce sera le développement d'une solution numérique basée toujours sur la Syncbox. Comme je disais, la Syncbox, c'est une solution numérique qui a été développée universelle, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment, comme tout à l'heure, on l'adaptait au composite. Là, l'idée, c'est de l'adapter à l'extrusion. Voilà. Donc, pour pouvoir diminuer les essais, faciliter une meilleure compréhension des impacts et surtout aussi, pareil, faciliter le recrutement pour les pilotages des lignes d'extrusion. Donc là, il y aura un rapport technique et une solution numérique qui sera adaptée aux ateliers de production. On rentre dans la catégorie maintenant produits haute valeur ajoutée. Donc là, on est sur de la fabrication additive et notamment l'étude de l'hybridation de nouvelles l'hybridation de la fabrication additive avec des process plus traditionnels comme l'injection, l'extrusion, le thermoformage, le rotomoulage. Et l'idée de voir le composite. Donc là, l'idée, c'est comment la fabrication additive peut être associée à un procédé traditionnel, soit pour faire de la réparation, soit pour ramener de la fonctionnalité particulière. Alors, ça peut être mécanique. Par exemple, dans une coque thermoformée, c'est comment je viens la nervurer en interne pour pouvoir donner de la rigidité. C'est une pièce injectée pour ramener de la personnalisation, par exemple des supports sur une pièce ou des éléments qui sont personnalisés sur des petites séries. Et donc, c'est de comprendre aussi les limites et les avantages de cette hybridation. C'est ce que nous, on appelle des hybridations. C'est-à-dire qu'on fabrique des pièces par des procédés traditionnels et on vient les personnaliser ou les retravailler en sortie de moule, pas avec la fabrication additive. Donc là, l'idée, c'est de valider la pertinence industrielle de l'hybridation. Donc, que ce soit pour de la réparation de pièces, ça pourrait être réparer des pièces plastiques, notamment les enjeux qui sont aussi réglementaires, où on demande dans un premier temps de devoir réparer les pièces avant de les recycler. Sur les assemblages, est-ce que la fabrication additive peut être aussi une technique d'assemblage de pièces plastiques qu'on viendrait réassembler et souder, un peu comme une soudure. La fonctionnalisation et la personnalisation, c'est des axes qui sont... la fonctionnalisation, c'est comme je disais, c'est améliorer de la thermique, c'est créer, par exemple, un petit support sur un profilé extrudé. Ça peut être... il y a l'imagination peut être assez grande là-dessus. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est d'explorer un peu toutes ces possibilités de la fabrication additive en lien avec les pièces que vous fabriquez. Donc, c'est vraiment d'accompagner les industriels à l'intégration de la fabrication additive dans leur processus de fabrication. C'est-à-dire que c'est pas la fabrication additive qui remplace votre outil d'injection ou de thermoformage ou d'extrusion, mais plutôt elle vient en complément. C'est un outil qui vient en complément de vos processus. Et comment on arrive à les coupler et à les intégrer, comme aujourd'hui vous pouvez intégrer des robots de manipulation en interne. Et là, l'idée, c'est d'intégrer la fabrication additive dans votre processus de fabrication. Et donc là, l'idée, c'est de réaliser des tests sur des pièces industrielles, injectées, extrusion. Donc l'action collective a déjà commencé cette année. Et l'idée, c'est qu'on la fasse. Donc on a aussi nous intégré des nouvelles machines qui font avec des têtes où on extrude des granulés, donc des bonnes matières. Donc ça veut dire que c'est les mêmes matières que vous avez utilisées pour fabriquer la pièce de base. Et nous, on vient reconstruire des choses sur vos pièces avec justement la même matière, mais au travers d'une machine d'extrusion. Une tête d'extrusion. Donc donc ce qu'on puisse tester, concrètement, aujourd'hui, on a des thermoformeurs qui ont joué le jeu, qui ont permis de tester le couplage de la matière issue de la machine de fabrication additive avec la matière que vous avez vous-même mis en forme.
Donc là, l'idée, c'est qu'après, c'est un peu un rapport technique qui peut être aussi un bon guide, qui sera également plutôt orienté guide. Voilà, comment intégrer la fabrication additive, comment amener les fonctionnalités sur une pièce déjà réalisée par un process traditionnel. On est toujours dans la fabrication additive et donc là, c'est pareil, ça concerne les produits à haute valeur ajoutée. C'est comment je peux faire des pièces structurelles. Parce que bon, souvent, la fabrication additive, c'est des prototypes, c'est des pièces, voilà, pas forcément très techniques. Là, l'idée, c'est que nous, on croit que la fabrication additive, et c'était aussi une demande des industriels, c'est que la fabrication additive peut permettre de fabriquer des produits thermoplastiques structurels. donc, donc là, l'idée, c'est de tester, d'identifier les technologies qui permettent de le faire, de voir quels sont les impacts sur les règles de conception. Est-ce qu'on conçoit une pièce en fabrication additive comme une pièce injectée? Donc là, il y aura certainement des concessions à faire. Et voilà, c'est la validation des protocoles de fabrication. Parce qu'à un moment donné, si on veut faire des pièces structurelles, il faudra bien qu'on ait des protocoles de fabrication qui soient mis en place, contrôlés, voilà, analysés. Et puis l'idée, c'est qu'on puisse réaliser des tests sur des pièces proposées par les industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une pièce structurelle faite en injection. Nous, l'idée, c'est qu'on regarde comment, si on devait la faire en fabrication additive, comment elle serait réalisée et pouvoir après tester les performances, bien sûr, de cette pièce par des essais laboratoires. Voilà un peu ce qu'on vous propose. L'idée, pourquoi? C'est qu'en fait, sur des petites séries, ça peut être intéressant de passer par de la fabrication directe de pièces structurelles voilà, plutôt que d'investir dans un outillage quand on a quelques dizaines de pièces à fabriquer. Ça peut être super intéressant. Et dernière action, on finit la liste. Donc là, ça concerne plutôt le secteur du thermoformage. En fait, l'idée, c'est comment, en thermoformage, j'arrive à avoir des pièces de qualité sur notamment des formes très complexes. Alors, quand je parle de pièces de qualité, ça veut dire on respecte au maximum la géométrie qui a été définie au départ. Parce qu'en thermoformage, on vient plaquer une feuille sur un outillage et on sait qu'en fonction de la complexité, on n'aura pas forcément une application parfaite sur toute la géométrie du moule. Et donc, c'est comment je peux améliorer cette qualité au niveau de la définition de la pièce et du respect du design de la pièce. Donc, c'est que les industriels du thermoformage nous ont demandé est-ce qu'il y a des solutions de mise en forme de feuilles, de films sur des empreintes de moules avec des géométries complexes. Voilà, et qui permettraient d'améliorer encore la qualité produit, et notamment au niveau de ce qu'on appelle le dimensionnel, le respect du design. Et donc, nous, on a développé une technologie MNL, donc c'est une multi-nano-layer, donc en fait, au mieux d'avoir une pièce, par exemple, si on prend une feuille, c'est comme qu'elle soit monolithique, extrudée de manière monolithique. En fait, elle est extrudée, mais avec des multicouches, voilà, qui sont l'ordre du nanomètre ou du micron, et qui en fait, ce qui fait que, par exemple, dans une feuille, on peut avoir 120 ou même 250 ou 500 couches en fonction de la tête d'extrusion. Donc, en fait, on a constitué une feuille, mais avec comme un millefeuille. Voilà. Et donc, ça a été développé pour le film au départ, qui permettent en fait pour amener des propriétés particulières au film. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser le savoir-faire qu'on a développé dans cette technologie-là pour les films, pour justement créer des films ou des feuilles spécifiques au thermoformage. Et l'idée, c'est de voir si le fait d'être en multicouche, ça n'améliore pas en fait la mise en forme de ces feuilles lorsque l'on vient les placer ou les plaquer sur une empreinte de moule, de thermoformage. Donc là, c'est l'idée de l'action, c'est un peu d'utiliser la technologie qu'on a utilisée pour développer des films, pour voir si on peut le transférer et l'appliquer au secteur du thermoformage. Donc, c'est comparer la performance de ces films MNL ou de ces feuilles MNL avec celle des matériaux qui sont utilisés de manière courante dans le thermoformage. En général, ce sont des films cast ou des feuilles qui sont faites par des technologies cast, extrusion cast. Et donc là, c'est évaluer les gains ou les pertes
en termes de processabilité, de comportement thermique lors de leur phase de chauffe, et puis de la répartition des épaisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil. L'idée, c'est, par exemple, si on thermoforme un pot de yaourt, en général, en bas, dans les angles, on a perdu en épaisseur, et de voir là si justement, est-ce que cette structure multicouche va permettre d'avoir des glissements entre les couches et de pouvoir avoir une meilleure homogénéité en termes d'épaisseur dans une pièce thermoformée. Donc, on rejoint cet aspect qualité. Et donc là, c'est après, une fois qu'on aura validé un peu tout ça, c'est de réaliser des tests sur un démonstrateur. Hein. En général, bon, voilà, c'est une géométrie un peu plus complexe. Alors, soit c'est forte profondeur, soit c'est avec des déformés ainsi complexes, qui va permettre en fait de pouvoir valider la solution MLL. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Donc là, l'idée, c'est vraiment c'est une technologie, c'est un transfert de technologie d'un autre secteur qu'on veut ramener vers le thermoformage et voir si elle a une vraie opportunité ou pas pour le thermoformage. Donc, voilà. Et ça répond aussi à des questions des thermoformeurs sur des attentes en termes de qualité, notamment de répartition d'épaisseur, de capacité à faire des formes complexes. Voilà, c'est un peu l'idée de cette action collective. Voilà pour le programme. Donc, j'ai passé en revue donc, les 18 projets. Hein. Donc maintenant, c'est comment être acteur et justement, c'est quoi la suite, quoi. Donc, l'idée de vous présenter en fait ces projets de R&D. Donc là, c'est vous montrer aussi que le travail qu'on a pu faire ensemble tout au long de l'année dans les ateliers acte plasturgie, et quand on vous sollicite pour participer à ces ateliers-là, c'est un intérêt parce qu'aujourd'hui, les besoins qui ont été remontés cette année sont proposés là dans les projets que je viens de vous lister. Hein. C'est ce qui a été remonté du terrain. Et on vous a écouté. Comme je dis toujours, on vous a écouté et on va le faire. Voilà, donc on va mettre en œuvre ces projets pour vous amener des réponses aux questions que vous vous posez et que vous nous avez posées lors de nos échanges qui ont été très, très fructueux au cours de l'année 2025. Donc maintenant, donc on vous a écouté, on a mis en œuvre et maintenant, ce qu'on vous propose, c'est continuer à être acteur avec nous. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous sollicite aussi maintenant pour participer au comité de pilotage des actions collectives. Alors là, dans les comités de pilotage, c'est de choisir le ou les projets qui vous intéressent tout particulièrement, parce que vous avez le choix vous pouvez choisir un ou plusieurs projets, hein, et c'est de postuler en m'envoyant un mail directement avec les références des actions collectives sur lesquelles vous voulez participer. Donc vous avez toutes les références, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ce sont bien les numéros qui sont ici en haut, et en disant moi je veux participer à telle action et être membre du comité de pilotage. Alors, les règles pour y participer, il faut être une entreprise bénéficiaire. Donc, ça, on le vérifiera bien avant aussi pour valider votre participation. Une entreprise peut participer à plusieurs comités de pilotage. Hein, il n'y a pas de limite. Si vous voulez participer aux 18 projets, vous avez le droit. Et vous pouvez aussi faire participer plusieurs collaborateurs. Alors, plusieurs collaborateurs, c'est un collaborateur par projet, ou même plusieurs collaborateurs dans la même action collective. Voilà. Si vous pensez que ça peut être pertinent pour plusieurs collaborateurs au niveau de votre entreprise, ils sont les bienvenus. Et voilà. Et l'engagement minimum que ça a, c'est de participer à 3 réunions par an en visioconférence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réunion de lancement de projet qui a lieu entre janvier et février. Celle-ci, elle vous permet, donc le chef de projet vous propose un plan d'action, ça vous permet d'agir sur le plan d'action, de donner votre avis, de complément, soit de réorienter si besoin, et puis surtout de vous positionner vous aussi en tant que bêta-testeur. Hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est vous positionner sur le test des solutions qui seront développées lors du projet, de la réalisation du projet. Et puis, il y a une réunion intermédiaire, c'est qu'à un moment donné, le chef de projet qui sera en charge de l'action collective, lui, va vous donner un état d'avancement avec des résultats. Et ces résultats, soit ils vous conviennent, soit ils ne vous conviennent pas. Et ça vous permet aussi d'agir, de pouvoir agir, de donner votre avis sur ce qui a été fait et ce qui serait à faire. Et puis, il y a bien sûr une réunion de clôture qui est en général en mois de décembre, entre fin novembre et début décembre, où là, on vous donne le résultat global. Vous avez en général la primeur d'avoir
le livrable avant voilà, les autres, qui vous permettent aussi de donner votre avis sur le rapport technique qui sera émis. Et après, voilà, avant que celui-ci soit mis en ligne sur la plateforme bénéficiaire. Donc, moi, je vous invite, voilà, c'est vraiment important pour vous aussi, c'est que vous êtes, l'avantage de participer au comité de pilotage, c'est que vous avez la primeur d'accéder aux résultats des actions collectives avant tous les autres, hein, voilà, avant qu'on le mette en ligne sur la plateforme. Et puis, ça permet aussi de pouvoir réaliser des tests sur vos propres produits, d'adapter voilà, l'action collective aussi en fonction de vos attentes à vous. Et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment. Enfin, l'idée, c'est pas non plus. Alors, par contre, je mets une restriction, oui. C'est pas de réaliser de la R&D sur vos projets, hein, vos produits. C'est vraiment voilà, de tester une solution. Après, c'est à vous de prendre en compte. Voilà, on teste, ça fonctionne pas, mais c'est pas de faire de la R&D privée. Voilà, c'est vraiment de partager un cas particulier ou un cas industriel qui nous permettent de pouvoir tester en configuration industrielle les solutions qu'on aura développées. Donc voilà, donc voilà, c'est tout intéressant de participer à ces comités de pilotage pour votre entreprise, pour vos collaborateurs. C'est vraiment, ça vous permet aussi de monter, d'acquérir de la connaissance, de monter en compétence sur des sujets qui sont clés pour la filière plasturgie et composite pour les années à venir, quoi. Voilà. Les questions numériques, développement de produits à fonctionnalité, les aspects économie circulaire, voilà, c'est important de pouvoir agir et d'être acteur sur ces sujets-là. La question, c'était, quand vous parlez de composite, parlez-vous seulement de thermodurcissable ou TD et TP? Alors, sur les rebuts de fabrication, c'est de la fibre de verre, donc c'est essentiellement du thermodurcissable, hein, parce que c'est l'industriel qui utilise des rouleaux secs qui va après imprégner avec une résine. C'est pas, voilà, Alors après, avoir peut-être sur des tissus non consolidés où il y a un mix renfort avec des fils TP, ça peut être envisageable. Voilà. C'est de l'intérêt aussi de participer au comité de pilotage. Hein, c'est aussi donner, voilà, c'est ce genre de. Ça peut être aussi une opportunité. Sur les process, là, on est sur le pilotage numérique dans les process, on est vraiment sur du TD, hein, parce qu'on est de l'infusion, du RTM. Et sur la partie composite éco-conception, on est sur les deux. Voilà, on est sur du TD et du TP. Puis l'autre question, c'était concernant l'action collective IPC X02516. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça c'est une action de cette année. Donc, c'est normal que j'en ai pas parlé aujourd'hui. Et elle sera arrêtée au mois de décembre. Donc, il y aura un livrable qui sera disponible, on va dire, à partir de janvier. Voilà. On attend de les mettre en forme, de les corriger et tout ça, mais ça sera mis en place en forme sur le. Donc, voilà. Donc, elle sera finalisée voilà, cette année. Et donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé aujourd'hui et que vous la voyez pas parce que c'est pas une action de 2026. Voilà. Ça, c'est vraiment les nouvelles actions hein, qu'on lance à partir du 1er janvier. Si vous voulez discuter, échanger plus sur le contenu exact, ce qu'on va faire. Voilà, après, c'est pareil. Hein, aujourd'hui, on a donné les grands axes sur chaque projet. Ces projets-là vont être construits avec vous. Hein, c'est tout l'intérêt de participer aussi dans les comités de pilotage. Parce que la réunion de lancement, c'est ce qui va vraiment définir les axes de travail, parce qu'on sait que certains sujets sont hyper larges et à un moment donné, il faudra bien on ait un temps imparti, hein, on doit sortir les livrables en un an. Donc, c'est-à-dire que fin décembre, tout doit être clôturé en termes d'essais, de rédactionnel et autres. Donc, mais par contre, c'est pareil, s'il y a des sujets on va peut-être aborder qu'une partie. Comme je disais tout à l'heure, il y a la possibilité après comme les procédés composites, hein, voilà, pour revenir sur les composés, on a fait le choix du RTM et de l'infusion parce que c'était une demande des industriels. Mais si on a des industriels qui souhaitent qu'on aille sur d'autres technologies composites pour appliquer l'aspect 4.0, on a la possibilité de lancer une action, mais ça sera en 2027 à ce moment-là. On ne peut pas tout faire. Voilà, donc, n'hésitez pas à venir aussi dans les comités de pilotage. Ça vous permet de donner votre avis, de piloter, de prendre en compte et puis surtout de proposer et puis peut-être de proposer des suites. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis merci d'avoir participé à ce webinaire et puis à bientôt. Voilà. Merci, au revoir.